La Ville en Marche, le premier mercredi de chaque mois, à partir de 19h. La Ville en Marche sur RGB 99.2. La Ville en Marche. Ouais. Bonsoir ou rebonsoir si vous avez suivi le journal d'information locale. Bienvenue à tous pour ce numéro de juin de La Ville en Marche, le magazine de RGB entièrement dédié à la ville de Cergy. Dans cette émission, nous nous intéresserons à la jeune chambre économique de Cergy-Pontoise, puis nous vous parlerons d'un concert de Gershwin qui est proposé vendredi par l'association Le Vent se lève en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional. Enfin, nous recevrons Ludovic Pouillard et Massoud Charbi, respectivement entraîneurs et vice-présidents du club de basket l'Entente Cergy-Pontoise. Je vous rappelle que votre émission est filmée par l'équipe de Cergy-Vie, site internet d'actualité locale. Vous pourrez donc retrouver le podcast sur le site de la radio, radio-rgb.net. Mais pour commencer, les infos pratiques. La Ville en Marche, info pratique. Le prochain conseil municipal de Cergy aura lieu vendredi 28 juin à 20h. La séance est ouverte au public, elle sera retransmise en direct sur le site internet de la commune. Le podcast sera également mis en ligne sur la ville-cergy.fr. Le maire de Cergy, Jean-Paul Jandon, aime les débats et les échanges avec les habitants. La prochaine réunion publique est prévue le 11 juin à Lorée-du-Bois dans la maison de quartier des Touleuses à 20h. Jean-Paul Jandon a pu échanger durant le mois de mai avec le corps enseignant et les parents d'élèves sur les rythmes scolaires qui vont être mis en application d'ici 2014. Il a été décidé que 2 établissements vont expérimenter dès septembre les cours le mercredi matin. Il s'agit de l'école maternelle de l'Escapade au Genottes et de l'école primaire du Gros Caillou à Saint-Christophe. Les horaires ne sont cependant pas encore arrêtés et dépendront beaucoup de l'expérimentation. Aucun groupe scolaire n'a émis le souhait de tester les cours le samedi matin, donc cette solution ne sera pas envisagée pour 2014. La Ville en Marche, séquence reportage. La jeune chambre économique de Cergy-Pontoise existe depuis plus de 40 ans. Leurs actions sont multiples. Ce mois-ci, ils organisent une conférence sur l'agglomération de Cergy-Pontoise qui serait une terre d'innovation. Nous avons demandé au président Kodjovi Tossou et à Marielle Lamance en charge de la communication de nous parler de l'attractivité du territoire. L'agglomération de Cergy-Pontoise est sans conteste un territoire d'innovation, puisqu'on est parmi, notamment à Saint-Ouen-l'Aumône, le premier parc qui accueille les Européens, qui accueille le plus grand nombre de PME. Il y a aussi l'agglomération via le CEVO, le Comité d'expansion économique du Val d'Oise, a développé plusieurs pépinières d'entreprises pour aider les jeunes PME du coup à innover et se lancer. Donc je pense que oui, la communauté d'agglomération est un territoire accueillant pour les entreprises. Vous parlez du CEVO, c'est une initiative qui a été lancée par la Jeune Chambre économique, il me semble. Exactement. Et notamment le fondateur, donc Jean-Pierre Billiard, en 71, est toujours président d'honneur du CEVO actuellement. Et pourquoi à l'époque ils ont estimé que c'était important de créer ce CEVO ? Alors, la communauté d'agglomération, Cergy-Pontoise, la ville nouvelle, était en train de se créer. Et il ne faut pas créer que du logement, mais il fallait aussi créer autour et relier toutes les activités économiques et attirer de nouvelles entreprises sur ce nouveau territoire qui se créait dans les années 70. Et donc l'idée a été de créer aussi ce comité d'expansion économique qui est allé chercher les entreprises et les PME et en leur vendant les mérites de venir s'implanter à Cergy-Pontoise, dans cette ville nouvelle. Aujourd'hui, avec la création du Grand Paris, avec la rénovation du quartier Grand Centre à Cergy-Pontoise, il est vraiment question de l'attractivité et de faire venir les entreprises sur le territoire. Est-ce qu'elles viennent encore aujourd'hui ? Oui, absolument. Il y a des entreprises qui arrivent toujours. Il y a de nouvelles entreprises qui s'installent. Je ne veux pas donner des noms, j'en ai pas là sur un papier, mais il y a beaucoup d'entreprises qui viennent parce que Cergy-Pontoise continue d'être un territoire attractif pour ces entreprises-là. Et en quoi c'est attirant justement de venir travailler à Cergy-Pontoise ? Je pense qu'il y a... Déjà, c'est une ville qui est en train de connaître une dynamique assez poussée.
Et il y a de la main-d'œuvre, puis c'est pas très loin de Paris, et puis voilà, il y a beaucoup de ces paramètres qui attirent les entreprises à venir s'installer, à s'implanter dans Cergy-Pontoise. Et Terre d'innovation, donc c'est le thème de la conférence du 26 juin. Pourquoi Terre d'innovation? Parce que Cergy-Pontoise est vraiment une terre d'innovation et je pense que c'est surtout dans ce sens-là que la table ronde a été initiée par la Jeune Chambre pour faire connaître ces entreprises qui sont dans l'innovation et pour aussi faire la place de Cergy-Pontoise dans le Grand Paris innovant. Qu'est-ce qu'on crée à Cergy-Pontoise? Terre d'innovation, qu'est-ce qu'on a apporté de nouveau? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Eh ben, la réponse sera justement le 26 juin. Le 26 juin. À découvrir le 26 juin. Ouais. Vous avez des petites pistes pour nous mettre en appétit, à nous donner? Alors, Cergy-Pontoise a la chance, notamment, comme vous le disiez, dans le Grand Paris, d'être relié à Confluence, au territoire. Terre d'innovation, c'est aussi ancré sur le territoire. Donc sur le territoire de Confluence. Donc aujourd'hui, on parle notamment du canal Seine-Nord qui va permettre à des bateaux de relier Amsterdam, Rotterdam à la Seine, à Paris. Donc tout au long déjà du fleuve, il y aura sûrement de nouveaux terrains d'implantation pour de nouvelles activités. Et puis, en plus de l'innovation dans le transport, dans les nouveaux transports, notamment fluviaux, il y a beaucoup de PME en fait, sur le territoire de Cergy-Pontoise qui ont développé des brevets, notamment dans la santé, et qui sont exportatrices aujourd'hui de leur technologie dans toute l'Europe. Voilà. On espère que les gens viendront justement découvrir ces petits bijoux lors de la conférence. Vous avez prévu qui comme invité sur cette conférence? Alors, il va y avoir le directeur de l'ACET Val d'Oise Technopole, donc Jacques-Christophe Poupard, Jean-François Benon, le président du comité d'expansion économique du Val d'Oise, Simon Amaury, président du CESE 95. Toutes les grandes instances en fait. Exactement, oui. Arnaud Bazin, voilà, président du conseil général du Val d'Oise. Et vous avez prévu aussi d'inviter des chefs d'entreprise? Oui, je pense qu'il va y avoir 2 chefs d'entreprise qui seront présents. Je n'ai pas les noms là, mais il y a 2. Ils seront là. La Jeune Chambre économique, c'est pas que ça s'arrête pas qu'à cette conférence du 26 juin, c'est beaucoup plus large. Qu'est-ce que vous faites tout le reste de l'année? Alors on a fait cette année, on fera que trois grandes actions. On a fait une bête-net qui a eu lieu en mars. Et là, on va voir la conférence sur l'innovation dans le Val d'Oise et puis le congrès régional des jeunes chambres économiques d'Île-de-France, qui va avoir lieu en décembre, le 7 décembre précisément, qui portera sur l'économie sociale et solidaire. Alors parlons-en un petit peu. L'économie sociale et solidaire, est-ce que c'est compatible avec les patrons? Je vais laisser ma collègue qui s'occupe de cette commission développer. Oui, alors aujourd'hui, on a choisi ce thème-là parce qu'il y a un projet de loi qui est en cours. Puis il y a le mois de l'ESS qui sera développé en novembre et donc on aboutira le 7 décembre sur donc un congrès alors qui n'est pas seulement réservé aux membres de la Jeune Chambre. Donc l'après-midi, il y aura aussi une action autour de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, ça regroupe beaucoup d'entreprises, des entreprises d'insertion, des associations, mais aussi des SCOP et des mutuelles. Et des grandes entreprises aussi comme des banques qui sont mutualistes et donc qui font partie de l'ESS. Donc on va essayer de définir auprès de tout le monde et de changer cette image de l'ESS un peu babacool pour montrer que les entreprises de l'ESS sont des vraies entreprises créatrices de richesse et d'emplois.
Et c'est quoi leur plus alors? Le plus, c'est qu'elles partagent mieux les résultats, les chiffres, les bénéfices, on va dire, que l'entreprise au sens strict. Donc c'est mieux pour les salariés? Alors c'est mieux pour les salariés, c'est mieux pour la société parce que la plupart des entreprises de l'ESS, elles ont un rôle d'utilité publique ou d'utilité aux collectivités. Voilà, maintenant, je pense qu'il y a la place pour tout le monde et il faut de toutes les entreprises pour créer des acteurs et créer aussi de la richesse. Créer de la richesse, ça me permet de rebondir sur une action que vous avez faite au Bénin, vous êtes en train de mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, dans le programme 2013 de la Jeune Chambre économique, il est prévu C'est cool qu'il me les range, mais avec l'organisation locale internationale, donc une ouverture de la Jeune Chambre de service sur le monde. Et nous, on a choisi une organisation locale de Porto Novo qui s'appelle Porto Novo Impact, la Jeune Chambre internationale Porto Novo Impact. Pourquoi ils ont choisi eux? Parce que la ville de Cergy-Pontoise, le territoire de Cergy-Pontoise est en coopération décentralisée avec Porto Novo depuis 1995, je crois. Et c'est dans ce cadre que nous on veut insérer nos partenariats avec cette organisation locale de la Jeune Chambre, afin de travailler aux côtés de deux grandes associations qui travaillent déjà dans la coopération, à savoir l'association des jeunes, les ateliers font de l'aménagement du territoire. Donc, ce sont effectivement des axes de travail aussi de la Jeune Chambre. Donc nous, en ce moment, on est en train de travailler, d'étudier avec la présidente de cette Jeune Chambre de Porto Novo sur les axes sur lesquels on pourra travailler ensemble, mener des actions conjointes. Vous travaillez aussi avec la communauté de l'agglomération de Cergy-Pontoise? On est implanté dans Cergy-Pontoise, donc c'est nous, la Jeune Chambre travaille toujours avec les collectivités territoriales, on a le soutien des maires, des élus locaux sur des actions et autres. Donc, on veut vraiment s'implanter dans le territoire et mener des actions conjointement avec le territoire. Et là, les axes, vous avez commencé à travailler dessus, qu'est-ce qui se dégage? Alors, on est en train de travailler sur l'économie sociale et solidaire. Donc, ça, c'est un souhait même d'ailleurs de Rosemary Saint-Germain, qui est là-dessus, et qui est aussi l'élu en charge de la coopération décentralisée. Voilà, il n'y a que ça, c'est sur ça qu'on est en train de travailler pour le moment. Donc, les échanges vont se poursuivre, et puis, puisqu'il y a le nouveau protocole d'accord de coopération va être signé bientôt. Et il y a de nouveaux axes qui vont être introduits dans ce protocole. Donc, nous, on va voir, dès que ce sera prêt, on verra les axes sur lesquels on pourrait, les axes qu'on pourrait rajouter à l'économie sociale pour pouvoir mener des actions conjointes avec notre impact. Et quand est-ce que vous commencerez réellement à travailler, à mettre tout ça en place? Au cours de l'année, et puis probablement à partir de 2014. En attendant le rendez-vous le 7 décembre pour parler de l'ESS, la Jeune Chambre économique propose une table ronde sur l'attractivité de Cergy-Pontoise le 26 juin prochain à 19h à l'EISTI. La ville en marche. Sortir et s'instruire. L'association Le Vent se lève et le Conservatoire à rayonnement régional proposent vendredi soir un concert de Gershwin. Nous avons rencontré le président de l'association Michel Bonnard, le directeur artistique Miko Nissim, ainsi que le professeur des cuivres Norbert Vergojan. L'idée d'organiser le concert vient du Vent se lève, qui est coutumier de ce genre de partenariat. Et là, nous avons, en tant qu'association orchestre associatif, sollicité le conservatoire pour proposer un concert commun avec l'Harmonie Second Cycle, qui est dirigé par Michel Barré. Alors vous représentez le conservatoire, expliquez-nous un peu ce travail. Moi je ne représente pas le conservatoire, je suis professeur de corps et donc je suis responsable du département cuivre. Et la première partie de ce concert est réalisée par nos élèves qui se produisent donc en grand ensemble de cuivre sous la direction de Michel Barré, qui est professeur de trompette. Tous nos élèves font de l'activité d'ensemble, que ce soit de l'orchestre symphonique ou de l'ensemble de cuivre ou de l'orchestre d'harmonie. Et donc Michel Barré a accueilli avec grande joie l'idée de pouvoir grossir les effectifs d'harmonie et avoir un super orchestre d'harmonie et pour participer aussi à un rayonnement
qu'on puisse montrer un peu notre savoir-faire aussi en tant que professeur de cuivre, savoir ce qui se passait dans cette maison, en dehors des murs du conservatoire. Alors pour qu'on visualise bien, les élèves ont quel âge? Alors là, c'est des élèves de fin de 2e cycle, donc c'est des collégiens en fait. Donc ils ont entre, on va dire, 10 et 14 ans. Certains sont plus anciens, il y a aussi des adultes qui font partie de cette harmonie du 2e cycle. Et pour organiser un spectacle avec des jeunes très jeunes et des personnes un peu plus performantes, on va dire, en tout cas adultes, comment ça se travaille? Ça se travaille déjà, il faut choisir un répertoire qui est adapté, parce que sinon on ne va pas y arriver. Donc il faut décider de jouer des choses qui ne soient pas trop difficiles. Mais le challenge de ce concert, c'est aborder un répertoire qu'ils ne connaissent pas forcément, parce que c'est un répertoire un peu plus jazz, un peu plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, soit les autres années, soit déjà cette année, parce que cette année, ils sont déjà produits dans 2 concerts. Et c'est vrai que le jazz est plus difficile à jouer qu'un autre style musical? C'est pas plus difficile, c'est autre chose. On joue toutes les musiques, nous, les cuivres et les orchestres avant aussi, on joue toutes les musiques. C'est cette chance qu'on a à la fois à jouer du disco, du classique, du baroque, du jazz, etc. Donc c'est un répertoire qu'ils n'ont pas forcément facilement, auquel ils n'ont pas forcément accès en tant qu'exécutants. Ils peuvent l'écouter. Au sein du conservatoire, il y a des classes de jazz aussi, où il y a des gens qui décident d'emprunter ce parcours, mais souvent c'est des élèves qui sont plus âgés, qui ont déjà eu un bagage musical classique, ou pas du tout, qui décident de faire du jazz. Mais là, dans le cadre de jeunes élèves, ils sont confrontés à ça, à un style d'écriture différent, et puis aussi il y a une réaction un petit peu différente, parce que tout n'est pas forcément écrit. Donc voilà, ça leur demande peut-être davantage d'écoute et davantage de réactivité, justement. Et en ça, ça nous intéresse. Alors Mykonissim, parlez-nous un peu du programme de vendredi. Alors, je vais vous parler du programme de vendredi, d'abord en mettant un petit peu en vedette ce qu'on va faire ensemble, c'est-à-dire le conservatoire et le vent se lève, qui est justement un arrangement original de Porgy and Bess de Gershwin, qui a été écrit par Bruno Wilhelm, qui est un saxophoniste de grand talent, reconnu dans le milieu du jazz et qui est aussi arrangeur. Donc j'ai écouté cette pièce il y a un moment et ça m'a donné envie de le solliciter. Donc il nous a apporté cette musique et nous la sommes appropriée au vent se lève depuis 4 mois à peu près, et le conservatoire un peu plus tard parce qu'ils ont d'autres programmes, plus de programmes que nous à travailler. Donc c'est une pièce, disons, la musique, tout le monde la connaît, c'est Porgy and Bess de Gershwin, donc c'est très connu. Ce qui est là original, c'est la façon de le traiter, donc tout en instrumental, alors que vous savez que c'est un opéra. Et aussi la façon un petit peu jazz moderne, qui est celle de Bruno Wilhelm, qui donc apporte, je crois, à tout le monde une vision très particulière, un peu difficile, mais très intéressante, très passionnante. La rencontre avec Bruno Wilhelm s'est passée comment quand il a su qu'il allait avoir un si grand orchestre avec lui et si éclectique, j'ai envie de dire? C'est-à-dire que lui, il a déjà créé ça ailleurs, dans le 93. Donc il est habitué, puisque ça a été créé à Aulnay il y a 2-3 ans. Et donc il est coutumier de ça, mais en tout cas il est venu, il a joué le jeu, il a même modifié certaines partitions pour nous. Et il est venu répéter aussi. Voilà, donc c'est un garçon charmant et un excellent musicien qu'on aura l'occasion d'apprécier en solo vendredi d'ailleurs au concert. Il n'y aura qu'une seule représentation? Hélas, mais j'espère qu'on pourra le reprendre une autre fois. Alors Michel Bonnard, présentez-nous un peu cette association Le Vent se lève. Oui, bonjour. Alors donc je suis le président de l'association Le Vent se lève. C'est un orchestre associatif de 30 musiciens amateurs. Nous avons un programme atypique et diversifié. C'est-à-dire qu'en fait, on a des musiques du monde, inspirées de folklore, français, européen, latino, oriental, etc. Et comment est venue l'idée de travailler avec le CRR ? Oh, nous nous connaissons depuis pas mal de temps. Hein. On a toujours eu de bonnes relations avec eux. Madame Braillère, qui est la directrice du conservatoire, nous connaît bien, nous la connaissons. Et avec les élèves, on a déjà fait des rencontres. Hein. Donc c'était une idée qui germait déjà depuis pas mal de temps. Et là, on est très heureux de la mettre en pratique. L'association Le Vent se lève proposera un dernier concert avant l'été, le 16 juin, pour la fête des pères à Magny-en-Vexin. Question d'identité, il s'agit de l'exposition photo que proposent les élèves de littérature et société du lycée Katzler. Les étudiants de seconde ont travaillé toute l'année avec l'artiste Léonora Miano. Les clichés sont à découvrir dans l'atrium du Théâtre 95 jusqu'au 29 juin prochain. L'ESSEC a 40 ans.
Cela fait maintenant 4 décennies que la prestigieuse école supérieure de commerce est installée sur Cergy. Pour leur anniversaire, elle a réuni ses anciens élèves et parmi eux Fleur Pellerin, ministre déléguée en charge des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. L'idée de cette installation en grande banlieue était de faire pour les étudiants un grand campus à l'américaine autour de l'école. La ville en marche, l'actualité sportive. Le CPHB 95 ouvre des portes. Le club de handball de Cergy-Pontoise voit l'une de ses joueuses, Marie Prudhomme, rejoindre l'équipe de France féminine. Elle participe au match de qualification pour le mondial 2013 face à la Croatie. Le week-end dernier, lors des playoffs qualificatifs, les deux équipes ont fait match nul. Samedi, elles s'affrontent à nouveau en Croatie pour le match retour. Le nouveau coach arrive pour entraîner les équipes des hockeyeurs de Cergy-Pontoise. Piotr Pratschler est tchèque. C'est un ancien joueur des Los Angeles Kings. Il aura pour mission d'aider le club à se développer en tant que place forte du hockey français, tant masculine que féminine, tout en orchestrant le retour en D1 des Jokers. Pour le club, cette arrivée participe à son plan de développement pour être prêt quand l'Arena sera ouverte fin 2015 à Cergy. La ville en marche, l'invité. Alors pour terminer cette émission, donc un zoom sur l'ECOP, on va faire un petit peu le bilan de cette fabuleuse saison qui vient d'être réalisée, donc en compagnie de Ludovic Pouillard, donc l'entraîneur et le directeur technique de l'ECOP, l'Entente, Cergy, Oni, Pontoise, c'est ça, et également avec donc Chabi Messaoud qui est le vice-président du club et également chargé de communication. Merci à vous d'être là, bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir un petit peu sur cette superbe victoire là qui s'est déroulée donc ce week-end. Mais avant, un petit rappel donc du parcours de l'ECOP, qui évolue en National 2 et qui a fait une première partie de championnat assez bien, assez bonne, hein, avec alors combien de victoires et combien de défaites pour la première partie du championnat? Il me semble qu'on devait être à 5 défaites à la mi-saison. Et on finit à 7 défaites en fait, quoi. Donc on fait une grosse deuxième partie de saison. Mais il me semble qu'on était à 5 défaites à Noël. Donc, et vous étiez aux alentours de la 3e place, si mes souvenirs sont bons. On devait être 3e ex-aequo avec Mulhouse. Et donc une superbe seconde partie, puisque à un certain moment, l'ECOP était la meilleure défense du championnat, était la meilleure... Toujours. À tel point, finalement, de finir donc première de sa poule. Oui. C'est bien ça, ouais. Juste devant Kaisersberg, si mes souvenirs sont bons. Kaisersberg, exactement. Ouais. Et ça s'est joué à pas grand-chose à la fin de On la appelle ça au goal à virage en fait. Au goal à virage particulier parce qu'on finit avec le même nombre de victoires-défaites. Mais comme on avait perdu chez eux de 9 points et on a gagné chez nous de 14 points, il me semble. Donc on passe devant en fait, quoi, sur le dernier match. Donc c'est une équipe qui est vraiment montée en puissance au fil de la saison. Exactement. C'est une équipe qui est jeune. Donc qui avait une grosse marge de progression. C'est pour ça que en début d'année, il y a peu de gens qui y croyaient, je pense. Parce que effectivement, notre début de championnat n'a pas été très bon, puisque dans les 5 défaites, je crois qu'on en perd 2 ou 3 sur les 6 premiers matchs. Moi, je me doutais, je savais éperdument que cette équipe-là, de toute façon, allait progresser au fur et à mesure de la saison. Jusqu'où, je ne savais pas, mais je savais qu'elle était capable de progresser énormément. C'est ce qu'elle a fait, notamment dans le secteur défensif, où on finit avec la meilleure défense du championnat, et je crois qu'on a la meilleure défense au niveau national. Voilà, de toute façon, elle avait une grande marge de progression, ça c'était sûr. Et ils l'ont montré, ils l'ont prouvé, et je suis très content pour eux. Donc il a fallu digérer cette montée en National 1 et ensuite se concentrer donc sur le rendez-vous qui vient juste de se passer là, donc ce week-end. On était au stade des demi-finales et de la finale, donc une demi-finale gagnée contre Tarbes, c'est bien ça, 62-53. Ce fut un match comment? Ce fut un match difficile parce que pour un tas de raisons. On joue contre une équipe qui est du Sud-Ouest, arbitrée par 2 arbitres du Sud-Ouest. Donc déjà, ça a été compliqué dès la base, dès l'entre-deux. Mais au-delà de ça, on savait aussi que, et encore une fois, on joue contre une équipe qui a perdu 3 matchs dans la saison, qui est la meilleure attaque limite de France. Donc c'était là encore une fois l'opposition de style, une opposition de style, la meilleure défense contre la meilleure attaque.
Donc avant le match, j'espérais, je croisais les doigts pour que la meilleure défense prenne le pas. Ça a été le cas, je crois, non C'est parce qu'ils n'ont marqué que 53 points. Hein. Voilà, on a réussi à arrêter la meilleure attaque de N2 de cette année, Tarbes. C'est une très belle équipe, vraiment une très belle équipe avec une grosse culture du jeu offensive. Et ça a été déjà un beau match, plaisant, je pense. Vraiment plaisant, il y avait du rythme. Voilà, et ce que j'ai aimé en fait aussi, c'est que les 4 équipes étaient là pour être championnes de France. Parce qu'à cette période de l'année, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les joueurs, des fois, ils sont déjà en vacances pour les 3 quarts à cette période de l'année. Et là, non, on avait 4 équipes concentrées dans un seul et unique but, être la meilleure équipe de France. Donc c'est vrai que ça a été plaisant. Ça a été très plaisant. C'était assez accroché, puisque à quelques minutes de la fin, rien n'était joué. Il me semble avoir vu les Copes mener à un moment, peut-être plus 8, plus 10 8, points. Ouais, dans le 3e, on était parti. Et puis après, patatras, l'équipe adverse est remontée, et ça s'est joué comment? Alors dans les dernières secondes? Ouais, sur les 4 dernières possessions, au lancer franc, sur la ligne des lancers francs. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'a jamais été très bon dans l'année au lancer franc. Et en finale, on est bon. Donc, c'est la magie peut-être d'Agen, je sais pas, mais on va peut-être aller jouer à Agen l'année prochaine pour être bon au lancer franc. Non, vraiment, là où je suis fier d'eux, c'est qu'ils ont été très solides mentalement, parce qu'il fallait être solide mentalement. L'équipe en face évolue en N1 il y a 2 ans, ils ont fait l'ascenseur, ils sont redescendus, ils remontent cette année. Donc ils avaient ce côté aussi un peu expérience, et on l'a vraiment gommé. Et ouais, non, vraiment, aujourd'hui, je suis fier d'eux, quoi. Ils ont su aller chercher quelque chose. Donc la victoire a été aussi belle qu'à Cergy, à domicile, pour la montée, c'était pareil? C'est différent. À Cergy, on a communié avec un public, je me souviens de 2 ans en arrière, on me disait que c'est pas possible de mettre du monde dans la salle à Cergy-Ogny-Pontoise, parce que les gens, voilà... Personne n'y croyait finalement, il y a 2 ans. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Et là, c'était totalement différent. On communie avec notre public, 700 personnes qui sont là pour nous voir, qui sont là pour nous acclamer. Là, on est à 700 km de chez nous. Alors, il y a le même 700 en fait, mais on est très loin. Avec une bande de dirigeants qui a fait le déplacement, très fatigant d'ailleurs, mais qui a fait le déplacement. C'est une autre communion, mais c'est une autre joie en fait. Je pense beaucoup plus intérieure, parce que vraiment... on s'est assis sur la France en fait. Là, Cergy est assis sur la France du basket. On s'en rend pas forcément bien compte en plus. Vous n'avez pas encore réalisé Non, franchement, même aujourd'hui encore, je me dis, bon, voilà, on est champion de France, certes, mais je sais pas, je réalise pas encore forcément qu'on est champion de France. C'est rare. Donc là, la saison est terminée. Faut penser à la Nationale 1, c'est ça? Alors, ouais. À quel niveau on peut l'imaginer, cette équipe, finalement? Elle rivalise avec les meilleurs, mais par rapport à la N1, est-ce qu'on peut se projeter? Est-ce qu'on peut se dire c'est une équipe de milieu de tableau l'année prochaine? C'est un peu plus. Moi, cette année, on me disait que c'était une équipe de milieu de tableau de N2 qu'on avait. Donc si on me redit encore que c'est une équipe de milieu de tableau de N1 qu'on aura l'année prochaine, ça me convient, avec les mêmes résultats à la fin. Bon, après, je sais pas si mes dirigeants seront d'accord. Parce qu'il faudrait pas redescendre tout de suite, quoi. Non, il faut pas redescendre tout de suite, parce que c'est tellement difficile de monter qu'il faut pas redescendre tout de suite. Ça se construit, ça fait 2 ans qu'on y travaille. Moi, j'avoue que le mois de mai et juin, c'est toujours très compliqué pour moi depuis 2 ans, parce que c'est un puzzle en fait. C'est un puzzle. Il faut reconstruire l'équipe. Reconstruire, là, on a quand même une belle base de jeunes joueurs, mais il faut pas se tromper sur les arrivées. Il faut que ce soit des joueurs qui nous apportent une plus-value basket, et surtout aussi qu'ils arrivent à s'insérer dans cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, au-delà d'une équipe, il y a une âme qui existe. À Cergy, il y a une âme d'équipe. Donc il faut que les joueurs qui vont arriver puissent s'insérer dedans. Je casserai jamais ce noyau et cette âme pour n'importe quel joueur. Aujourd'hui, l'objectif, bien entendu, est de ne pas faire l'ascenseur. Mais il y a un grand écart, c'est un monde d'écart entre les 2 niveaux. Voilà, maintenant, on se connaît un petit peu parce qu'on s'est côtoyé toute la saison. Moi, je suis d'une nature optimiste. Et puis surtout, pour moi, il n'y a que la vérité du terrain qui compte. Donc, peu importe les noms qu'on peut aligner sur une feuille. C'est 40 minutes après un entre-deux et la meilleure équipe gagne. Et j'entends à chaque fois, moi je dis, c'est la meilleure équipe qui gagne. C'est pas les meilleures individualités qui gagnent. Donc, on va essayer.
Et ça va être aussi des changements du côté des dirigeants. Il va falloir aller chercher des sponsors avec plein. Ouais. Ça va être le plus gros du travail, effectivement, parce que aujourd'hui, l'agglomération de Cergy-Pontoise a quand même participé à un bon niveau pour pouvoir nous permettre de monter, parce que il y a effectivement la montée sportive en National 1, mais la Fédération française de basketball ne nous accepte pas la montée si nous n'avons pas le budget nécessaire pour le faire, parce qu'il y a la montée financière également. Donc aujourd'hui, la communauté d'agglomération nous a aidés, en sachant qu'il va falloir qu'on trouve effectivement des sponsors privés pour nous permettre justement de pérenniser cette équipe-là en National 1. Et c'est pas chose facile aujourd'hui. Et donc j'ai vu le commentaire d'un supporter berquois qui justement disait que administrativement ça allait être dur pour les COP. Est-ce qu'on peut être optimiste aussi, aller chercher plus de subventions au Conseil Général, à la CACP, trouver des sponsors? Est-ce qu'il faut combien là pour alors aujourd'hui, évoluer en N1? Alors pour évoluer en N1, en fait le seuil est de 800 000 € annuels. Donc c'est quand même non négligeable, en sachant qu'il y a à peu près la moitié du budget qui est bloqué pour les joueurs, parce que tous les joueurs sont salariés, et donc du coup la Fédération française de basket doit bloquer cette somme d'argent pour que l'on puisse rémunérer tous ces joueurs tout le long de la saison. Donc ce n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, la Fédération française de basket a validé notre montée financière, mais il est évident que les collectivités locales aujourd'hui qui nous aident ne pourront pas nous aider chaque année à cette hauteur-là. Donc on va être effectivement obligé de travailler sur des sponsors privés. Le club va être obligé de encore plus se professionnaliser finalement. Exactement, tout à fait, absolument. Donc aujourd'hui, notre plus gros travail, ça va être alors le travail est simplifié, on va dire, aujourd'hui, parce que grâce à Ludovic, le fait de monter en National 1 et surtout d'être champion de France va nous permettre d'ouvrir un certain nombre de portes. Ça va nous simplifier un peu plus la vie pour les rencontrer justement des sponsors privés qui vont être un peu plus intéressés pour nous aider. Mais dans la région parisienne, c'est très très compliqué aujourd'hui d'avoir des sponsors. Puis vu la conjoncture actuelle, c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais nous sommes positifs et optimistes, et de toute façon, notre travail va être effectivement de pérenniser cette équipe-là en National 1. Peut-être rendre l'accès payant pour les supporters? Alors oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est ce qui est comme d'autres clubs de l'agglomération le pratiquent. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous prévoyons de faire payer l'entrée. D'ailleurs, c'est la Fédération française qui nous le conseille de le faire. Donc effectivement, à partir de l'année prochaine, toutes les personnes qui ne sont pas licenciées au club paieront un droit d'entrée pour justement assister au match de National 1. Eh bien, écoutez, on espère que tout va se concrétiser du côté de l'ECOP. Ça a été un plaisir d'ailleurs de suivre autant sur RGB que sur sergivie.fr ces basketteurs de Cergy, entraînés par Ludovic et puis les dirigeants. Donc merci à vous. Et puis à l'année prochaine. Alors on vous donne rendez-vous l'année prochaine. D'accord, merci. Pas de problème. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission vous sera rediffusée lundi prochain à midi. Vous pourrez également la visionner sur le site de la radio ou sur celui de sergivie.fr qui a produit ces images. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de RGB, votre radio locale.